Savez-vous ce qui est vraiment important dans votre vie? Selon les philosophes stoïciens, pour avoir une vie paisible, il faut éliminer tranquillement mais résolument certaines choses de sa vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 choses que vous devriez supprimer silencieusement de votre vie selon la philosophie stoïque. 1. Recherche constante d'approbation. C'est une tendance très courante de trop se soucier de ce que pensent les autres et de placer ses pensées au centre de notre comportement à de nombreux moments de notre vie. Cependant, cette tendance érode notre force intérieure au fil du temps, nous poussant à construire une identité extérieure. En quête constante d'approbation, cela signifie rechercher notre propre valeur dans les yeux des autres et dépendre des éloges du monde extérieur pour être assez bon, quoi que nous fassions. Cette situation nous éloigne de notre intégrité intérieure et nous conduit à un sentiment de soi fragile, façonné par les jugements des autres. Lorsque nous vivons selon les attentes des autres, nous réprimons nos propres passions et désirs et nous nous sentons comme des locataires à vie. Cependant, la véritable liberté vient de l'écoute de notre voix intérieure et de la vie selon notre propre système de valeurs. La recherche d'approbation est également la cause cachée de la procrastination chronique et de l'incapacité à prendre des décisions. Lorsque nous démarrons une entreprise ou prenons une décision importante, nous ne pouvons pas agir sans obtenir l'approbation de ceux qui nous entourent. Cela nous condamne à un mode de vie passif. Lorsque nous commençons à faire des compromis pour gagner l'approbation des autres, nous pouvons éventuellement oublier qui nous sommes et nous éloigner de nous-mêmes. Cela crée un faux alignement. Bien que de l'extérieur nous semblions être un individu en harmonie avec la société, à l'intérieur il y a un grand vide et un moi refoulé. Une personne ne peut véritablement mûrir que lorsqu'elle assume la responsabilité de ses propres décisions. Une vie qui dépend constamment de l'approbation extérieure, c'est comme transférer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Dans le monde moderne, les médias sociaux sont devenus un moyen qui alimente cette addiction à l'approbation. J'aime, commentaires, nombre d'abonnés. Chacun de ces éléments devient un indicateur d'approbation dans notre subconscient. Si une photo que nous partageons reçoit peu de likes, cela peut déclencher le sentiment que nous ne sommes pas assez bons. Dans ce cycle, la personne perd ses références internes et essaie constamment de trouver une direction avec un retour externe. Cela conduit la personne à un profond sentiment d'insatisfaction et d'inadéquation. Cependant, la véritable satisfaction ne réside pas dans les éloges qui viennent de l'extérieur, mais dans la tranquillité d'esprit de savoir que vous vivez en accord avec vos propres valeurs. La philosophie stoïcienne adopte une position très claire sur cette question. Comme le disait Épictète, ce que les autres pensent ne vous regarde pas, parce que les pensées appartiennent aux autres et que nous ne pouvons pas contrôler leur monde intérieur. Rechercher l'approbation d'un point de vue stoïque signifie s'abandonner aux caprices des autres. La véritable sagesse vient du fait de se concentrer uniquement sur votre propre comportement vertueux. Vis selon ta nature, sois vertueux. Ça suffit. Vous n'avez alors pas besoin de validation externe, parce que votre paix intérieure est déjà en place. 2. Restez coincé dans le passé. L'esprit humain aime errer dans les couloirs du passé. Repenser sans cesse aux événements passés, s'engager dans des dialogues internes avec des « si seulement » et des regrets, épuise souvent inconsciemment l'énergie de la journée. Être coincé dans le passé est en fait une sorte de prison mentale. C'est un effort vain que de tenter de réparer ce qui s'est passé alors qu'il n'y a aucune possibilité de changer les choses. Cependant, le passé est une période de temps qui a été vécue et accomplie. Même si cela reste vivant dans notre mémoire, nous ne pouvons pas interagir avec lui. Analyser constamment le passé et réfléchir aux possibilités de vivre les événements différemment amène une personne à s'éloigner de sa réalité présente. Cette aliénation entraîne un sentiment de fatigue spirituelle, d'épuisement et d'insatisfaction. Si les souffrances, les erreurs ou les déceptions
passés sont constamment rejoués dans l'esprit. La personne se fait du mal sans le savoir. Car lorsque l'esprit se souvient d'un événement qu'il vit, il produit des réactions chimiques comme s'il le revivait. C'est la principale raison pour laquelle les traumatismes restent présents dans les esprits. Cependant, l'homme renaît chaque jour. Mais pour quelqu'un qui ne peut échapper à l'ombre du passé, ce renouveau devient presque impossible. Ce ne sont pas les événements, mais les significations que nous donnons à ces événements qui créent la douleur. Par conséquent, regarder constamment les événements sous le même angle ne fait qu'accroître la douleur. Au lieu d'être le gardien de votre propre passé, vous devez en tirer des leçons et aller de l'avant. Parce que la vie récompense les choix d'aujourd'hui, pas les souvenirs du passé. Rester coincé dans le passé nuit également à la confiance en soi. Des pensées telles que « je n'ai pas réussi avant » ou « c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, ce sera pareil maintenant » nous empêchent de faire des pas vers l'avenir. L'esprit humain a tendance à généraliser le négatif. Un échec dans le passé peut éclipser tout potentiel. Mais le passé est un résultat. Essayer de définir notre identité à travers cela est l'un des plus grands obstacles au développement. L'homme n'est pas seulement un homme qui se souvient, c'est un être qui pense, analyse et prend de nouvelles décisions. Ce qui est donc important n'est pas le passé lui-même, mais ce que nous avons appris du passé et la manière dont nous transposons cet apprentissage au présent. La philosophie stoïcienne offre une clarté absolue sur cette question. Selon le stoïcisme, le passé échappe à notre contrôle. Il est donc inutile d'y penser. Comme le disait Marc Aurèle, le passé n'existe plus, l'avenir est incertain, nous n'avons que le présent. Les stoïques voient le passé comme un terrain d'entraînement. Une leçon est apprise, mais elle n'est pas retenue. Parce que s'accrocher crée une lourdeur mentale et éloigne l'individu du chemin de la vie en accord avec sa propre nature. Du point de vue stoïcien, déplorer les événements passés et peser leur justesse ou leur injustice est un exercice futile. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ici et maintenant. Une vie vertueuse est possible non pas en restant coincé dans le passé, mais en vivant le présent avec sagesse. 3. Angoisse face à l'avenir. L'avenir est une zone d'incertitude que nous ne pourrons jamais atteindre pleinement, mais que nous construisons constamment dans notre esprit. La nature humaine exige de faire des plans, de calculer les possibilités et de rejouer sans cesse dans son esprit des scénarios qui pourraient lui arriver. Cette activité mentale peut être utile et préparatoire jusqu'à un certain point. Cependant, lorsqu'elle dépasse les limites et se transforme en une anxiété qui rend la journée invivable, elle se transforme en un piège mental qui consume l'individu. L'anxiété concernant l'avenir est en fait le transfert forcé d'événements non réalisés dans le moment présent. Et ce processus de transport pèse sur la personne, tant mentalement qu'émotionnellement. Penser constamment au chômage, à l'échec, à la maladie ou à la solitude n'apporte aucune solution concrète et détruit la productivité d'aujourd'hui. À mesure que les peurs grandissent, l'action diminue. La personne commence à se sentir épuisée intérieurement, car elle a le sentiment que quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas contrôler l'incertitude du futur. Ces types d'anxiété se manifestent généralement par des pensées telles que « et si ça ne marche pas, et si ce n'est pas suffisant, et si j'échoue ?» L'esprit essaie de garder l'individu en sécurité en évoquant les pires scénarios. Cependant, cet effort de sécurité se transforme au fil du temps en une prison mentale. Une personne anxieuse face à l'avenir revit sans cesse dans son esprit un événement qui ne s'est pas encore produit. Et cette répétition rend le niveau de stress de la personne chronique. En raison de ces préoccupations, la personne hésite à prendre de nouvelles mesures, ne prend pas de risques et ignore les opportunités. Cependant, la vie offre des récompenses à ceux qui font preuve de courage. Essayer de contrôler l'avenir, c'est comme essayer d'arrêter le cours d'une rivière. Peu importe vos efforts, l'eau trouvera son propre chemin. La vraie solution est de lâcher prise et de se concentrer sur le présent.
De plus, l'anxiété face à l'avenir peut nous amener à oublier qui nous sommes et à nous écarter de nos propres valeurs. Lorsque nous disons « je veux réussir dans le futur », nous nous façonnons en fonction des attentes des autres et réprimons nos véritables désirs. Cette situation crée une insatisfaction intérieure au fil du temps. Parce que les gens atteignent la satisfaction non seulement en se concentrant sur les résultats, mais aussi en expérimentant le processus. Essayer de connaître toutes les possibilités du futur va à l'encontre de la nature limitée de l'homme. Éviter l'incertitude, c'est nier l'essence de la vie. L'incertitude n'est pas à craindre, c'est une réalité à accepter. Et la vraie maturité, c'est de pouvoir s'enraciner dans cette incertitude. La philosophie stoïcienne considère l'anxiété face à l'avenir comme un gaspillage mental. Car selon les stoïciens, s'inquiéter de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler est un gaspillage d'énergie. Épictète dit à ce sujet, la plupart des choses qui vous inquiètent sont des choses qui échappent à votre contrôle. Pour les stoïciens, ce n'est pas l'avenir qui est important, c'est la vie vertueuse d'aujourd'hui. L'avenir a déjà pris sa place dans l'ordre de la nature et nous n'avons aucun pouvoir pour résister à cet ordre. Ainsi, le stoïcien essaie simplement de contrôler ses propres actions et attitudes. Comme le disait Marc Aurèle, l'avenir ne devrait pas vous inquiéter, car vous ne pouvez pas l'affronter aujourd'hui. Lorsqu'il viendra, vous serez déjà une autre personne. Nous ne devrions pas nous soucier de ce que l'avenir nous réserve, mais de la façon dont nous vivrons aujourd'hui. Car c'est seulement de cette manière que nous pouvons atteindre la paix intérieure et affronter la vie avec sagesse. 4. Réagir de manière excessive. Une réaction excessive peut sembler être une explosion émotionnelle momentanée, mais elle est souvent l'expression d'une colère refoulée, de peur refoulée ou d'un manque de maîtrise de soi. Certaines personnes deviennent agressives à la moindre critique, se mettent en colère de manière disproportionnée face à un contretemps mineur ou réagissent de manière dramatique à un événement inattendu. De telles réactions perturbent non seulement la relation avec l'environnement, mais aussi l'équilibre intérieur de la personne. Exprimer ses émotions de manière soudaine et sans filtre entraîne souvent des regrets. Cependant, la maturité ne consiste pas à éprouver tous les sentiments. C'est être capable de gérer chaque sentiment. Les émotions sont une condition humaine naturelle, mais nous devons en faire nos compagnons et non nos guides. Réagir de manière excessive signifie que les émotions nous gouvernent, ce qui nous rend vulnérables aux influences extérieures. De telles explosions émotionnelles naissent souvent de la signification interne que l'événement crée en nous, plutôt que de l'événement lui-même. Parfois, un mot, un regard ou un comportement peuvent déclencher un ressentiment passé. En fait, nous ne réagissons pas à l'événement actuel, mais à des émotions que nous avons déjà vécues et que nous n'avons pas réussi à résoudre d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la personne qui réagit de manière excessive est souvent en guerre non seulement avec l'autre personne, mais aussi avec son propre passé. Sans que ce nœud interne ne soit résolu, même les problèmes les plus simples peuvent conduire à des réactions exagérées. Mais chaque réaction excessive entraîne de la fatigue, des regrets et souvent des pertes relationnelles. Ce ne sont pas les événements qui fatiguent les gens, mais les réactions émotionnelles exagérées qu'ils suscitent face à ces événements. Les réactions excessives sapent également le sentiment de contrôle. Lorsqu'une personne ne peut pas contrôler ses émotions, elle a le sentiment qu'elle ne peut pas non plus contrôler les événements. Cela réduit à la fois la confiance en soi et la qualité de vie. Incapacité à gérer la réaction. Cela peut saboter les conversations, les décisions, les relations et parfois même l'avenir tout entier. Parce que l'instabilité émotionnelle perturbe également la clarté mentale. Un esprit hyper-réactif ne peut pas prendre de bonnes décisions. Cela empêche l'individu de réaliser son potentiel à long terme. Cependant, la maturité émotionnelle consiste à être capable de maintenir la sérénité en toutes circonstances et de créer un port intérieur dans la tempête du monde extérieur. Construire ce port demande du temps, de la conscience et de l'autodiscipline.
La philosophie stoïcienne considère les réactions excessives comme étant à la fois irrationnelles et contre nature. Selon les stoïciens, le fait d'éprouver des explosions émotionnelles face à un événement n'est pas l'événement lui-même. C'est révéler son propre déséquilibre intérieur. Épictète dit « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les significations que nous donnons à ces événements. » Cette approche soutient qu'une personne devrait avoir le contrôle non seulement des stimuli externes, mais aussi de ses propres interprétations internes. Une vertu pour les stoïciens est l'équanimité, parce que seul un esprit calme peut voir la vérité. Marc Aurèle a également dit « Quand quelque chose vous met en colère, réfléchissez à la raison de cette colère, car la faute ne réside pas dans l'événement, mais dans la façon dont vous le percevez. » La surréaction, du point de vue stoïcien, est un abandon de la raison. Le véritable pouvoir ne repose pas sur des événements extérieurs, c'est de pouvoir dominer nos réactions internes à leur égard. 5. Comparaison. L'esprit humain est naturellement enclin à comparer. C'est une compétence que nous avons développée pour l'utiliser afin de donner un sens à notre environnement et de nous localiser. Cependant, lorsqu'elle est utilisée, sans contrôle, cette compétence devient une source de grands troubles intérieurs. Se comparer à ce que les autres ont, à leur réalisation, à leur apparence ou à leur style de vie, conduit souvent à des sentiments d'insatisfaction, de jalousie et d'inadéquation. À l'ère moderne, ces comparaisons ne se limitent plus à l'environnement immédiat. Avec la vitrine étincelante des faux médias sociaux, nous sommes confrontés à chaque instant aux moments les plus choisis par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, ces images ne sont pas la réalité, mais une illusion savamment construite. Mais notre esprit ne peut pas réaliser cette illusion. Cela ne fait qu'amplifier le sentiment d'incomplétude. Lorsque nous commençons à nous mesurer au succès des autres, nous ignorons notre propre potentiel unique. La comparaison est un piège invisible qui détourne les gens de leur véritable cheminement. Les conditions, les opportunités, les expériences, les talents et même les difficultés rencontrées par chaque individu sont différentes. Mais la personne qui fait la comparaison ignore ces différences. Il considère comme injuste que d'autres ne puissent pas atteindre le succès qu'ils ont obtenu en un jour, même s'il leur a fallu des années pour y parvenir. Cependant, personne ne peut pleinement connaître l'effort invisible, la sueur ou les sacrifices consentis en coulisses. Les comparaisons sont souvent basées uniquement sur des données superficielles et sont donc trompeuses. Être constamment en compétition avec les autres amène une personne à fonder son estime de soi sur des critères externes. Cela transforme la confiance en soi en une structure fragile qui l'exige de l'extérieur, plutôt que de la nourrir de l'intérieur. La véritable satisfaction ne consiste pas à être meilleur que les autres, c'est être plus conscient, plus courageux et plus vertueux que la personne que vous étiez hier. Les comparaisons empoisonnent également les relations humaines. La jalousie, la rivalité et les hostilités cachées sont souvent le résultat de comparaisons. Ne pas pouvoir se réjouir du succès d'un ami ou ressentir secrètement du ressentiment envers le bonheur d'un parent montre en réalité que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Si la lumière d'autrui amplifie nos ténèbres, le problème ne vient pas de sa lumière. C'est parce que nous n'avons pas encore allumé notre lumière intérieure. Une personne se développe lorsqu'elle s'évalue en fonction de son propre potentiel et non en fonction de celui des autres. Chaque individu a un but unique et un parcours de vie unique. Essayer de suivre les traces de quelqu'un d'autre sur ce chemin ne fera que nous faire perdre notre direction. Le stoïcisme, en revanche, considère la comparaison comme un exercice totalement futile. Selon les stoïciens, aucun critère n'est valable autre que celui de savoir si une personne vit en accord avec sa propre nature. Épictète dit « Ne vous occupez que de votre propre devoir. Ce que font les autres ne vous regarde pas. » Dans la perspective stoïcienne, les réalisations, la richesse ou l'apparence des autres n'augmentent ni ne diminuent la valeur intrinsèque d'une personne.
Marc Aurèle souligne également l'importance pour un individu de vivre en accord avec sa propre nature, en disant « Les voies des autres ne vous regardent pas. Suivez simplement votre propre chemin. » La vraie vertu se mesure par la stabilité intérieure et non par les réalisations extérieures. Selon le stoïcisme, la comparaison consiste à occuper notre esprit avec des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui perturbe la paix de l'âme. La véritable liberté commence lorsque vous pouvez vous concentrer uniquement sur vos propres progrès. 6. Les personnes négatives. Les êtres humains sont extrêmement ouverts à l'influence de leur environnement. Idées, émotions, énergie et comportements peut être facilement transmis d'une personne à une autre. C'est pour cette raison que les personnes dont nous nous entourons ont un impact beaucoup plus fort sur notre humeur que nous pourrions le penser. Les personnes négatives, ce sont des individus qui se plaignent constamment, critiquent, trouvent des problèmes, aiment partout, et propagent le problème au lieu de produire des solutions et répandent le pessimisme autour d'eux. Ces personnes épuisent votre énergie sans le savoir, sapent votre foi et réduisent votre motivation, parce qu'ils projettent constamment une vision du monde négative. À chaque occasion, ils parlent de la difficulté de la vie, des mauvaises intentions des gens, de l'incertitude de l'avenir et de l'absurdité de tout. De tels esprits ont tendance à éteindre non seulement leur propre obscurité, mais aussi la lumière des autres. Ces personnes créent un effet toxique non seulement parce qu'elles disent, mais aussi par la manière dont elles le disent. Ils minimisent vos réalisations, trouvent vos rêves déraisonnables ou vous donnent toutes les raisons de vous arrêter lorsque vous prenez des risques. C'est généralement à cause d'eux. La plupart des individus négatifs sont esclaves de leurs propres peurs, de leurs échecs et de leurs insatisfactions. Mais au lieu de faire face à ce problème, ils veulent entraîner les autres dans le même cercle. Car si tout le monde autour d'eux est sans espoir et sans succès, leur propre situation devient plus supportable. Les personnes négatives rayonnent souvent cette énergie inconsciemment. Par conséquent, essayer de les changer est un effort futile. La clé est de vous retirer doucement mais clairement de cette sphère d'influence. Une personne qui reste longtemps dans un environnement négatif commence à perdre sa propre lumière au fil du temps. L'espoir, la passion, la curiosité et la productivité s'estompent lentement. Une personne peut mettre de côté même ses idées les plus brillantes en se demandant « et si ça ne marche pas ?» La vie est déjà assez difficile comme ça, mais lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous rabaissent constamment, il devient impossible d'avancer. Par conséquent, nous entourer de personnes qui nourrissent notre âme, soutiennent notre potentiel et nous encouragent à devenir une meilleure version de nous-mêmes n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il ne faut pas oublier que notre énergie est limitée et que chaque jour, nous donnons cette énergie soit à ceux qui l'augmentent, soit à ceux qui la consomment. Le groupe que nous choisissons détermine notre qualité de vie. Selon le stoïcisme, les personnes négatives font naturellement partie de la vie et leur existence est inévitable. Marc Aurèle reconnaît ce fait en disant « Lorsque vous vous réveillerez ce matin, sachez que vous rencontrerez des gens ingrats, arrogants, traîtres, jaloux et indifférents. » Cependant, le stoïcisme soutient que nous ne devrions pas laisser ces personnes nous influencer. Parce qu'être en colère contre des choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que perturber notre propre tranquillité d'esprit. Épictète disait « Ce ne sont pas les actions des autres qui vous dérangent, mais le sens que vous leur donnez qui vous dérange. » Selon cette philosophie, les personnes négatives ne peuvent vous affecter que dans la mesure où vous leur permettez. C'est pourquoi le stoïcien n'essaie pas de changer les personnes négatives. Il accepte leur existence, mais trace des limites pour protéger son âme. La vraie vertu est de marcher dans les ténèbres sans éteindre sa propre lumière. 7. Les potins.
Bien que les ragots puissent sembler être une conversation inoffensive la plupart du temps, il s'agit en fait d'une habitude toxique qui empoisonne les relations humaines, érode la confiance et nuit secrètement au caractère de l'individu. Parler de la vie des autres, exprimer des opinions en leur absence ou exprimer leurs erreurs. C'est à la fois problématique sur le plan éthique et cela confine l'énergie d'une personne dans un domaine non productif. Les ragots permettent à une personne de dissimuler les défauts de sa propre vie en exploitant les faiblesses, les erreurs ou la vie privée des autres. En d'autres termes, les ragots sont souvent une échappatoire. C'est la tentative d'une personne qui ne peut pas mettre sa propre vie en ordre de trouver des défauts dans la vie des autres. Cette situation peut nourrir l'ego de l'individu à court terme, mais à long terme, elle érode la crédibilité, la tranquillité d'esprit et la position morale de la personne. Les ragots nuisent non seulement à la personne à qui on les raconte, mais aussi à celle qui les raconte. Car si une personne est constamment occupée par les erreurs des autres, elle ne peut pas prendre le temps de se développer elle-même. Après un certain temps, ce genre de conversation devient une habitude et façonne l'état d'esprit de la personne. Un esprit qui juge les autres et recherche constamment leurs défauts. Il s'éloigne de l'empathie, de la compréhension et de la profondeur. De plus, la personne qui bavarde est perçue comme indigne de confiance par son entourage, car on pense que la personne qui bavarde sur une autre personne dans son dos fera un jour la même chose à son sujet. Cela empêche l'établissement de liens réels dans les relations sociales. Une personne ne peut grandir et former des liens profonds que dans un environnement de confiance. Les ragots, en revanche, coupent ces liens avec des fils invisibles, rendant les gens méfiants et distants les uns envers les autres. D'un point de vue de développement individuel, chaque minute passée à bavarder est en réalité une occasion manquée de se connaître, de s'améliorer ou de produire quelque chose. Il est facile d'interpréter la vie des autres. Le sait que plus difficile est de comprendre et de transformer son monde intérieur. Les ragots habituent une personne à une pensée superficielle. Cependant, la profondeur est possible dans le silence, l'introspection et l'autodiscipline. Pour une personne qui souhaite s'améliorer, les ragots sont une perte de temps et d'énergie. Une vie honorable ne consiste pas à parler des erreurs des autres. Il est possible de voir ses propres erreurs et de les surmonter. La véritable grandeur d'un homme réside dans le courage de voir ses propres défauts, et non les faiblesses des autres. Le stoïcisme, en revanche, considère les commérages à la fois comme une perte de temps et une faiblesse de caractère. Le philosophe stoïcien Épictète souligne que l'individu doit éviter à la fois de juger et d'être jugé en disant « Ne jugez pas les autres et ne laissez pas les autres vous juger ». Dans la perspective stoïcienne, ce que font les autres, comment ils vivent ou quelles erreurs ils commettent n'ont aucune importance pour notre propre développement intérieur. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ton propre caractère. Les défauts des autres ne te regardent pas. » Car pour les stoïciens, l'essentiel n'est pas de voir les défauts du monde extérieur et de purifier les excès du monde intérieur. Les ragots sont une distraction extérieure. Cependant, la vertu stoïcienne est de préserver la tranquillité de l'âme et la clarté de l'esprit en tournant l'attention vers l'intérieur. La vraie sagesse ne concerne pas les autres, c'est d'en apprendre davantage sur soi-même. 8. Faux besoins. Aujourd'hui, en particulier dans un monde moderne en constante évolution et axé sur la consommation, les individus deviennent souvent incapables de faire la distinction entre leurs besoins et leurs désirs. Les faux besoins sont des choses qui ne sont pas réellement nécessaires à la vie, mais qui sont présentées aux individus comme des besoins par la société, les médias ou la publicité. De tels besoins conduisent la personne à faire des dépenses inutiles et à se retrouver financièrement dépassée. Des articles tels qu'un nouveau téléphone, n'importe quel modèle de voiture de luxe, les derniers vêtements ou des vacances coûteuses n'améliorent généralement pas la qualité de vie d'un individu. Au contraire, cela les rend encore plus insatisfaits. Les gens sont définis par ce qu'ils n'ont pas et non par ce qu'ils ont.
Les faux besoins conduisent la personne à un sentiment constant d'insatisfaction et d'inadéquation, car ces besoins découlent en réalité de facteurs externes et n'apportent pas de satisfaction interne. Le plus grand mal des faux besoins est qu'ils entravent le processus d'auto-actualisation de l'individu. Lorsqu'une personne recherche constamment la satisfaction dans le monde extérieur, elle ignore son monde intérieur. Les objectifs et les désirs sont façonnés par ce que les autres dictent, et l'individu s'éloigne de ses véritables désirs, valeurs et objectifs. Dans ce type de vie, vouloir constamment plus crée un cycle qui éloigne une personne de son propre potentiel. Lorsqu'une personne est toujours à la recherche de quelque chose de plus nouveau, de meilleur, de plus cher, elle est en réalité constamment aux prises avec l'agitation. Parce que la véritable satisfaction n'est pas liée à des facteurs externes, mais à la paix intérieure et au sens de sa vie. Les faux besoins peuvent entraîner l'épuisement des individus non seulement matériellement, mais aussi psychologiquement. La recherche constante de ce que les autres possèdent déforme la quête d'identité de la personne, la conduisant à se définir uniquement par les objets qu'elle possède. Après un certain temps, ces objets deviennent les éléments les plus importants qui définissent la personne, et l'individu détermine sa propre valeur par un critère externe. Ce vide créé par de faux besoins crée un sentiment constant d'inadéquation chez la personne. Dans ce genre de vie, le vrai bonheur se perd simplement en essayant de se conformer aux normes de quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'une personne atteint un nouvel objectif, elle ne se sent pas satisfaite car cet objectif est un besoin imposé par d'autres. Rechercher ce qui est juste dans le monde extérieur, au lieu de se concentrer sur ses propres objectifs internes, pousse à un état de perte intérieure. Du point de vue du stoïcisme, les faux besoins sont l'un des plus grands obstacles qui détruisent la paix intérieure d'un individu. Selon les stoïciens, le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de la sérénité intérieure et non des objets extérieurs. Épictète exprime comment la dépendance à des facteurs externes a servi les gens en disant « La richesse et la gloire ne vous rendent pas libres, car elles vous rendent dépendants d'une condition extérieure. » Les stoïciens soutiennent que vivre une vie dépendante des conditions extérieures limite la liberté. Selon la philosophie stoïcienne, une personne devrait se concentrer uniquement sur ce dont elle a besoin. Il s'agit en fait des besoins les plus fondamentaux, à savoir les besoins physiques et la tranquillité mentale. Marc Aurèle souligne que les faux besoins n'enrichissent pas réellement la vie, mais la compliquent en disant « Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de ce que la nature vous donne. Tout le reste est un excès pour vous. » Pour les stoïciens, le bonheur n'est pas le résultat de réalisations extérieures ou de choses matérielles, mais de la paix que l'on trouve en soi-même. Abandonner les faux besoins est l'étape la plus importante vers la vraie liberté et la paix intérieure. 9. Colère. La colère est une réponse émotionnelle forte aux déceptions, aux injustices ou aux obstacles que les gens rencontrent. Bien qu'il soit vrai que tout le monde se met en colère de temps en temps, la présence incontrôlée de cette émotion dans nos vies peut causer de grands dommages, tant au niveau individuel que social. La colère conduit souvent à des actions impulsives, à des explosions soudaines et à des conséquences dévastatrices. La durée pendant laquelle une personne lutte contre cette émotion et la façon dont elle la gère affectent directement sa paix intérieure et sa relation avec le monde extérieur. À court terme, la colère peut être ressentie comme un soulagement, une libération. Mais à long terme, la dévastation émotionnelle, les problèmes de santé physique et les ruptures sociales que la colère laisse derrière elle deviennent plus apparents. La colère a de nombreuses dimensions qui affectent négativement la santé mentale et physique d'une personne. Premièrement, la colère restreint la façon dont une personne pense. Lorsque notre esprit est obscurci par la colère, notre capacité à penser rationnellement diminue et nous prenons des décisions émotionnelles. Une personne constamment en colère a du mal à établir des relations saines avec les gens qui l'entourent. Parce que la colère crée des barrières à la communication,
affaiblit l'empathie et force les autres à se défendre ou à résister. Cela conduit l'individu à se sentir seul et isolé au sein de la société. Le plus grand mal de la colère est qu'elle détruit soi-même. Même si la colère survient en réponse à un stimulus externe, la personne qui manifeste sa colère, à ce moment-là, en paie le prix le plus élevé. Physiquement, cela augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle et les hormones du stress, ce qui à long terme peut entraîner des troubles psychologiques et physiques tels que des maladies cardiaques, la dépression et l'anxiété. Cela montre à quel point la colère et ses effets externes sont néfastes. Bien que la colère puisse sembler être une menace extérieure, elle est en réalité le reflet d'un conflit interne, d'une expression de soi ou d'une perte de contrôle. À moins qu'une personne ne comprenne les angoisses profondes, les peurs et les insécurités qui se cachent derrière l'émotion de la colère, elle ne peut pas échapper à ce cycle. Un individu ne peut pas résoudre sa colère en supprimant ou en reflétant cette émotion sans remettre en question les raisons sous-jacentes de sa colère. Afin de gérer la colère de manière saine, il est nécessaire d'aller à la racine des émotions et de comprendre comment ces émotions sont déclenchées. D'un point de vue stoïcien, la colère est une réponse à des événements extérieurs qu'une personne ne peut pas contrôler et constitue donc une émotion totalement inutile pour les stoïciens. Le stoïcisme conseille aux individus de contrôler leurs réactions aux événements du monde extérieur. Épictète explique comment développer une force intérieure face aux stimuli externes en disant « Si quelqu'un dit quelque chose qui vous met en colère, cela ne vous incite pas à accepter cette colère. Vous pouvez gérer vos propres pensées. » Les stoïciens soutiennent que la colère détruit la paix intérieure d'une personne et que la véritable vertu vient du contrôle de la façon dont on réagit aux événements du monde extérieur. Marc Aurèle, quant à lui, affirme que la colère est en réalité le résultat d'une compréhension incomplète d'une personne. Parfois, la colère naît de la pensée que tout dans le monde n'est pas parfait. Pourtant, tout doit arriver, conformément à sa nature. Pour les stoïciens, la colère n'est qu'un signe de faiblesse. Une personne doit acquérir la paix intérieure et la force intérieure en résistant à sa colère. La colère est en fait le reflet d'un individu qui n'a pas le pouvoir de changer les événements dans le monde extérieur, perdant son propre équilibre intérieur. Pour les stoïciens, la colère est un état interne qui doit être contrôlé. Ils se concentrent uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Il ne sera jamais possible de contrôler les événements extérieurs. La colère est notre réponse aux événements du monde extérieur, mais nous pouvons gérer ces réactions. Le stoïcisme offre à l'individu un moyen de se libérer de l'esclavage de la colère et de devenir libre une fois qu'il a acquis cette conscience. 10. Obsession du contrôle. L'obsession du contrôle est le besoin de l'individu de mettre tout dans son environnement dans un certain ordre et de façonner chaque situation comme il le souhaite. Cela signifie vivre avec la croyance que tout ce qui se passe à l'extérieur doit être sous contrôle. Souvent, cela conduit les gens à planifier leur vie de manière trop stricte et à se fermer aux événements spontanés. L'obsession du contrôle se manifeste également lorsque les individus tentent de diriger le comportement des autres, les événements et les situations selon leurs propres souhaits. La principale motivation derrière cette obsession est la peur de l'incertitude, la recherche de sécurité et la peur de la perte. Lorsque les gens pensent qu'ils doivent tout contrôler, l'incertitude les met mal à l'aise, ce qui entraîne du stress, de l'anxiété et de l'inquiétude. Ce type d'obsession amène l'individu à vivre sa vie sous une pression constante. Si une personne croit que tous les événements, tous les résultats et toutes les relations doivent être sous son contrôle, elle placera naturellement des attentes excessives envers elle-même et envers les autres. Bien que le contrôle puisse souvent sembler créer un sentiment de sécurité, en fait, la personne éprouve constamment des niveaux élevés d'anxiété et de stress en raison de facteurs externes. Lorsqu'un individu tente de contrôler le comportement de ceux qui l'entourent, il commence inévitablement à les manipuler. Cela conduit à la destruction de la confiance et de l'intimité dans les relations. Si les gens se sentent constamment surveillés,
Ils auront naturellement tendance à se retirer. Dans un environnement où règne une obsession du contrôle, les gens ne se sentent pas libres. Cette situation peut entraîner des problèmes majeurs, non seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans la vie professionnelle. Alors, que l'individu essaie de tout garder sous contrôle, il perd également ses compétences naturelles en leadership, et une micro-gestion excessive a un impact négatif sur la motivation et la productivité de l'équipe. La vie est pleine d'incertitudes, et il est impossible de tout garder sous contrôle. Le stoïcisme soutient que pour rendre sa vie plus significative et plus paisible, il faut contrôler uniquement son monde intérieur. L'obsession du contrôle consiste à se concentrer uniquement sur les événements extérieurs et à se soucier de la manière dont ces événements nous affectent. Mais selon les stoïciens, aucun de ces facteurs externes n'est sous notre contrôle direct. Tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir comment nous réagissons à ces événements. Marc Aurèle dit « Tout a une fin et il faut l'accepter. Quoi qu'il arrive, il faut l'accepter », expliquant que le contrôle n'est pas toujours possible et qu'on ne peut contrôler que sa propre attitude intérieure. Les stoïciens prônent la vertu d'être ouverts au changement et de vivre en paix avec les surprises de la vie. Selon cette philosophie, l'obsession du contrôle ne fait qu'affaiblir la résilience mentale et émotionnelle d'une personne. Ce qui est important, c'est de savoir comment réagir à ces événements de la manière la plus saine possible, plutôt que de résister aux flux extérieurs des événements. Avec le stoïcisme, une personne acquiert le pouvoir d'accepter toutes sortes de situations et, en retour, vit une vie moins stressante émotionnellement et plus paisible. La liberté ne consiste pas à être insensible aux événements extérieurs, mais à maintenir la paix intérieure sans être influencé par eux. 11. Perfectionnisme. Le perfectionnisme est l'état dans lequel un individu attend constamment des résultats parfaits de lui-même, des autres ou du monde extérieur. Cela repose sur l'idée que tout dans la vie doit être parfait. Le perfectionnisme soutient que la réalisation d'un objectif ne doit se faire que de la manière la plus parfaite et la plus complète. Bien que cette approche puisse sembler accroître la motivation des gens à atteindre leurs objectifs, elle peut avoir de graves conséquences négatives à long terme. Car même si le perfectionnisme commence généralement par un désir d'accomplissement, il entraîne souvent des tensions, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel et de l'insatisfaction. Comme les gens essaient toujours de faire quelque chose parfaitement, la peur de l'échec augmente. Cette peur les pousse à vivre avec le sentiment constant de « je ne suis pas assez bien ». Le perfectionnisme rend une personne obsédée par la réalisation d'objectifs et devient une limitation personnelle. Cette obsession crée souvent des attentes envers les autres au fil du temps. Lorsqu'un individu est perfectionniste, il attend le même niveau de perfection de ceux qui l'entourent. Cela peut rendre les relations humaines difficiles, parce que les gens essaient constamment de voir à quel point les autres sont parfaits à leurs yeux. Ils peuvent refuser de voir leurs propres défauts et erreurs. Cette situation crée un obstacle majeur à la compréhension mutuelle et à une communication saine. De plus, une personne perfectionniste peut avoir tendance à comparer ses réalisations ou ses progrès à ceux des autres, ce qui entraîne une plus grande insatisfaction et une faible estime de soi. Le perfectionnisme présente également des dangers pour le développement personnel. Les gens n'entreprennent que des projets qui promettent des résultats parfaits et sont terrifiés à l'idée de faire des erreurs. L'effort excessif requis pour garantir que tout soit parfait, tant physiquement que psychologiquement, entraîne du stress et de l'anxiété. Le besoin constant d'être parfait peut conduire à l'épuisement professionnel et à la dépression. Les gens recherchent toujours la perfection, se rendent la vie difficile et s'épuisent lentement lorsqu'ils essaient de dépasser leurs propres limites. Les perfectionnistes ne peuvent même pas évaluer adéquatement les choses qu'ils ont accomplies, car, selon eux, les choses peuvent toujours être mieux faites. Du point de vue du stoïcisme, le perfectionnisme fait perdre à l'individu sa sérénité intérieure et constitue un obstacle majeur à la réalisation du véritable bonheur. Les stoïciens soutiennent qu'il faut se concentrer uniquement
sur les choses que l'on peut contrôler. La paix mentale et émotionnelle ne consiste pas à perfectionner les résultats externes, mais à la manière dont nous les acceptons. Épictète révèle une vérité importante sur le perfectionnisme en disant « Attendre que tout soit parfait crée du trouble. En revanche, accepter les choses telles qu'elles sont apporte la paix intérieure. » L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation que tout dans le monde extérieur ne peut pas être parfait. Le perfectionnisme est le résultat d'une focalisation sur les événements extérieurs, mais les stoïciens s'y opposent. Au lieu de s'attendre à des résultats parfaits, il faut se concentrer sur le processus et apprécier chaque instant. Marc Aurèle souligne la pression que le perfectionnisme exerce sur l'esprit en disant « Vous devez vous efforcer de faire de votre mieux. Cependant, vous ne pouvez pas contrôler les résultats. Quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre paix intérieure. » Plutôt que de se demander si quelque chose est parfait, les stoïciens acceptent qu'il existe en accord avec sa propre nature. La vie est souvent pleine d'incertitudes, de défauts et d'erreurs. C'est naturel, et cela fait partie du processus de croissance et de développement humain. Le stoïcisme est l'outil le plus puissant pour combattre le perfectionnisme, car il invite à se concentrer sur sa force intérieure, sa vertu et son équilibre émotionnel. Le véritable succès ne réside pas dans la perfection des facteurs extérieurs, mais dans la préservation de sa sérénité et de sa vertu intérieure. 12. Procrastiner. La procrastination consiste à mettre de côté, consciemment ou inconsciemment, pendant un certain temps, une tâche qui doit être effectuée immédiatement. Ce comportement fait référence à une situation que la plupart des gens rencontrent de temps en temps, mais qui peut parfois devenir une habitude. Bien que la procrastination puisse sembler soulageante à court terme, elle provoque beaucoup de stress, de culpabilité et d'insatisfaction à long terme. Lorsque les gens se sentent anxieux ou craintifs à propos des tâches qu'ils doivent accomplir, ils peuvent avoir tendance à remettre ces tâches à plus tard. Cela sert souvent de mécanisme de défense contre les difficultés ou les déceptions potentielles qui peuvent survenir lors de l'achèvement de la tâche. Bien que la procrastination puisse apporter un soulagement momentané, les tâches inachevées finissent par s'accumuler, compliquant la vie. Il peut y avoir de nombreuses raisons psychologiques derrière la procrastination. Il s'agit notamment de facteurs tels que le perfectionnisme, la peur du succès, le stress et le manque de motivation. Une personne procrastine parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir faire le travail parfaitement. De même, le stress et la pression qu'ils ressentent lorsqu'ils sont confrontés à une tâche énorme les empêchent d'agir. Même si la plupart des gens savent que certaines choses doivent être faites, ils attendent souvent le bon moment pour agir. Cette situation naît du désir d'échapper au fardeau psychologique que représente la fin du travail. Mais à mesure que le travail est reporté, ce fardeau augmente et la personne se sent constamment sous la pression du travail accumulé. Une autre conséquence importante de la procrastination est l'augmentation du sentiment de culpabilité. À mesure que les tâches reportées s'accumulent, une personne peut se sentir improductive et sans succès. Ces sentiments minent la confiance en soi d'une personne et l'amènent à se considérer constamment comme une personne qui ne fait pas les choses qu'elle est censée faire. Cependant, la procrastination ne se limite pas à un échec individuel. Ce comportement peut également être observé fréquemment dans les relations. Lorsqu'il y a un problème ou une question qui doit être discutée, une personne peut avoir tendance à le reporter. Cette procrastination peut initialement être un soulagement à court terme, mais avec le temps, elle se manifeste par une mauvaise communication et des problèmes non résolus dans les relations. La procrastination rend les gens passifs à des moments où ils devraient agir. Cela entraîne des problèmes importants, non seulement au niveau individuel, mais également au niveau du travail d'équipe ou des relations d'affaires. La procrastination fait que les projets, les tâches ou les responsabilités prennent du retard, ce qui entraîne des problèmes plus importants. L'habitude de procrastiner peut devenir un cercle vicieux. Plus une personne reporte une tâche, plus elle ressent de peur ou d'anxiété à l'idée de l'accomplir.
Au final, la tâche semble impossible à accomplir. Les paroles d'Épictète. Si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, faites-le maintenant. Car ignorer ce qui va arriver devrait vous empêcher de procrastiner, révèle clairement les méfaits de la procrastination. Selon les stoïciens, la procrastination est une forme de paresse ou d'apathie. Il faut se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler et ne jamais se permettre de reporter le présent. Le stoïcisme met l'accent sur l'appréciation de chaque jour et sur le fait de vivre chaque instant sans délai. Marc Aurèle souligne également ce principe en disant « Ne perdez pas votre temps, car la vie est un processus qui passe constamment. Par conséquent, tout ce qui doit être fait immédiatement. » La procrastination est une forme de paresse mentale. Plus on procrastine, moins on est productif et plus on devient anxieux. Les stoïques croient qu'il y a de la vertu à accomplir immédiatement tout défi ou toute tâche. C'est ainsi que l'on peut maintenir la paix intérieure et trouver le sens de la vie. La procrastination ne fait que vous faire perdre le moment présent et entraver votre réussite, le futur. Le stoïcisme soutient que l'utilisation de chaque instant de la manière la plus productive apportera à la fois la paix intérieure et le succès extérieur. 13. Le rôle de la victime. Le rôle de victime est un état mental dans lequel un individu perçoit constamment les négativités, les difficultés ou les événements négatifs de sa vie comme une victime, en les attribuant à des facteurs externes ou à d'autres personnes hors de son contrôle. Ce rôle peut être réconfortant pour l'individu à court terme, car le sentiment de responsabilité est évité en attribuant la source des difficultés à d'autres ou à des circonstances extérieures. Cependant, cette attitude devient un obstacle majeur à long terme, parce que le rôle de victime exige une concentration constante sur les facteurs externes et conduit la personne à ignorer son propre pouvoir et son potentiel. Cette situation amène la personne à consacrer moins d'efforts, à résoudre les difficultés de sa vie et à se concentrer davantage sur l'explication de sa situation aux autres. Adopter le rôle de victime entrave le développement personnel de l'individu. Lorsqu'une personne évalue constamment les événements négatifs qui lui arrivent en termes de personnes ou de circonstances extérieures, elle refuse d'assumer la responsabilité d'elle-même. Adopter le rôle de victime entraîne également des problèmes majeurs dans les relations personnelles. La personne a tendance à constamment parler aux autres de sa victimisation. Alors que l'individu joue le rôle de victime, il se définit également comme une personne malchanceuse. Il pense que ce qui lui arrive à chaque étape de sa vie est injuste. Cependant, cette perspective condamne la personne à toujours rester une victime. Chaque difficulté qu'une personne rencontre l'amène à prendre du recul plutôt qu'à trouver une solution. On oublie que les forces et les stratégies intérieures doivent être utilisées pour faire face aux difficultés. Le rôle de victime peut également amener une personne à recevoir des influences négatives de la part des personnes qui l'entourent. Parce que blâmer constamment les autres peut provoquer un épuisement émotionnel chez ceux qui nous entourent et nuire à la relation. De cette façon, la personne crée un impact négatif sur son environnement et devient seule. D'un point de vue stoïcien, le rôle de victime, au contraire, empêche une personne d'accepter sa force intérieure et sa responsabilité. Les stoïques admettent que les difficultés auxquelles les gens sont confrontés font partie naturelle de la vie et soutiennent que ces difficultés offrent des opportunités qui rendront une personne plus forte. Épictète dit « Rien n'est sous notre contrôle, seulement nos pensées et nos réactions », ce qui envoie un message fort sur la manière dont un individu devrait aborder les défis auxquels il est confronté. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut pas permettre aux conditions extérieures d'affecter sa paix intérieure. Ils affirment que le sentiment de victimisation est créé uniquement par l'esprit et qu'en réalité, l'attitude qu'une personne développe envers le monde extérieur détermine son état d'esprit. L'un des concepts les plus importants du stoïcisme est qu'une personne peut rester vertueuse et équilibrée dans toutes les situations et conditions. Les mots de Marc Aurèle.
ne contrôlez que la vertu qui est en vous et le désir. De faire le bien et laisser le reste révèlent à quel point le rôle de victime est destructeur pour le stoïcisme. La victimisation conduit à une vie passive dépendante de certaines conditions extérieures. Cependant, les stoïciens soulignent qu'une personne peut faire face à n'importe quelle difficulté en utilisant sa force intérieure. Au lieu de se laisser victimiser par les difficultés, l'approche suggérée par le stoïcisme est de chercher des solutions, de prendre ses responsabilités et de se concentrer sur les opportunités de développement. Le stoïcisme croit que la façon d'abandonner le rôle de victime est de reconnaître sa force intérieure et d'afficher une attitude vertueuse dans toutes les situations. Une personne peut évaluer chaque situation qu'elle rencontre comme une opportunité de développement personnel. Pour les stoïciens, la véritable liberté consiste à ne pas se laisser dominer par les événements extérieurs et à maintenir la paix intérieure. Le rôle de victime est donc incompatible avec le stoïcisme. Les stoïciens encouragent les gens à faire consciemment et activement ce qui est juste, à rester vertueux et à utiliser leur force intérieure face à tout défi. 14. Se plaindre. Se plaindre est un comportement courant qui sert à exprimer un problème ou une situation négative. Les gens ont tendance à se plaindre des défis auxquels ils sont confrontés plutôt que de les affronter de front. Se plaindre produit souvent un soulagement momentané. En exprimant la situation que l'on ressent, on ressent un sentiment de soulagement temporaire. Cependant, ce confort temporaire n'apporte pas de bénéfice à long terme. Se plaindre amène l'individu à s'éloigner de la recherche d'une solution en attribuant la source du problème à des facteurs externes et à autrui. En conséquence, la personne qui se plaint constamment commencera à éviter les aspects négatifs de sa vie et à s'en plaindre aux autres plutôt que de les accepter. Se plaindre risque de devenir une habitude avec le temps. La personne exprime, ou chaque difficulté, chaque obstacle et chaque problème qu'elle rencontre et transmet ses plaintes à son entourage. Même si cela peut sembler être une forme de libération émotionnelle, la perpétuation des plaintes empêche une personne de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Se plaindre non seulement remplit l'individu de pensées négatives, mais crée également un impact négatif sur les personnes qui l'entourent. Une attitude de plainte épuise les autres et peut les encourager à se plaindre de la même manière, ce qui peut conduire à une atmosphère sociale malsaine. Au fil du temps, les gens autour de lui perdent tout intérêt pour le plaignant et le sentiment de solitude de cette personne augmente. Une personne qui se plaint constamment peut penser « je ne peux rien faire », ce qui nuit à son estime de soi. Cette attitude le rend plus passif et lui donne l'impression d'avoir perdu le contrôle de tout. Au lieu de réfléchir à ses propres succès ou à sa capacité à faire face aux défis, il attribue les problèmes à des facteurs externes. Cela place la personne dans une position de victime et l'individu blâme tout le monde pour chaque problème de sa vie. Se plaindre a un impact négatif non seulement sur la vie individuelle, mais aussi sur la vie professionnelle. Se plaindre constamment sur le lieu de travail réduit la productivité et nuit à l'harmonie entre les équipes. Les employés peuvent avoir du mal à travailler avec quelqu'un qui se plaint, et cela peut détruire l'esprit d'équipe. Une personne qui se plaint constamment autour d'elle démotive ses collègues, et cela a un impact négatif sur la performance globale de l'entreprise. Les gens s'éloignent de la pensée axée sur les solutions et exagèrent constamment les problèmes. Les mots de Marc Aurèle. Si vous ne pouvez pas changer la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez changer votre attitude. À son égard, exprime clairement à quel point la plainte est en contraste avec la philosophie du stoïcisme. Selon les enseignements d'Épictète, se plaindre ne fait que rendre dépendant de facteurs externes. Au lieu de cela, il faut simplement se concentrer sur le contrôle de son monde intérieur et rester vertueux face à des situations défavorables. Plutôt que d'essayer de changer les situations extérieures, les stoïciens recommandent de les accepter et de contrôler la façon dont nous y réagissons. Se plaindre fait perdre ce contrôle à une personne.
L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est de considérer une situation négative ou un obstacle comme une opportunité de croissance et de maturité, et d'agir en conséquence. Le principe de base enseigné par le stoïcisme est qu'il faut se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de changer les conditions extérieures ou de corriger le comportement des autres. Se plaindre est donc une perte d'énergie et d'attention. Une personne qui ne se plaint pas évalue chaque événement de sa vie de manière significative et se concentre sur les solutions. Le stoïcisme souligne que les événements extérieurs ne doivent pas être autorisés à perturber la paix intérieure. Cette perspective vous permet de passer chaque instant de votre vie de manière plus paisible, productive et équilibrée. U15. Fausse connexion, réseaux sociaux, relations superficielles. Dans le monde moderne, les relations humaines sont souvent façonnées numériquement et les médias sociaux sont au centre de ces connexions. Cependant, les relations formées sur ces plateformes ont souvent tendance à être superficielles, temporaires et parfois fausses. Les fausses connexions amènent les gens à n'interagir avec les autres qu'à un niveau superficiel. Sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à se présenter sous leur meilleur jour, celui où ils sont le plus heureux et celui où ils ont le plus de succès. Cela les conduit à se présenter aux autres à travers un masque, plutôt que de construire véritablement une relation profonde. Alors que de nombreuses personnes se concentrent sur l'obtention de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de véritable amitié, de compréhension ou de confiance derrière ces chiffres. Les fausses connexions se multiplient ainsi rapidement et peuvent finir par isoler l'individu. Les fausses relations ont un énorme potentiel pour faire en sorte que les individus se sentent seuls. Dans les relations établies dans un environnement numérique, il n'y a généralement pas de communication approfondie entre les deux. Les gens se saluent superficiellement, s'aiment et partagent spontanément. Ces types de relations ne sont pas émotionnellement satisfaisantes ni profondes. Les fausses connexions n'offrent pas l'occasion de se réunir ou de communiquer de manière significative. Cela n'offre que la possibilité d'une interaction superficielle, au lieu de répondre aux besoins spirituels et émotionnels des individus. Cela les conduit à faire face à une solitude et à une insatisfaction plus profonde. D'un point de vue stoïque, les fausses connexions ont également un impact significatif sur la vie d'un individu. Les stoïciens conseillent de se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler. Les approbations externes, les mentions « j'aime », les interactions superficielles et les connexions établies via les réseaux sociaux sont des facteurs externes qui ne peuvent pas être contrôlés. Les stoïciens préconisent de ne pas permettre à de telles choses de perturber la paix intérieure d'un individu. Une vie dans son véritable sens n'est façonnée que par la vertu et les valeurs intérieures d'un individu. Les fausses relations conduisent les gens à rechercher constamment l'approbation extérieure, ce qui conduit à une perte de paix intérieure. Lorsqu'une personne commence à vivre selon ses propres valeurs intérieures, plutôt que de rechercher l'approbation de ceux qui l'entourent, elle trouvera plus de paix et de satisfaction. Selon les enseignements de Marc Aurèle, les facteurs externes ne devraient pas menacer la paix intérieure. Les médias sociaux et les faux liens ne sont qu'un exemple d'interactions externes. Accorder trop d'importance à de tels facteurs externes éloigne une personne de sa puissance intérieure. Le principe de base du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler et de ne pas considérer les interactions extérieures comme des obstacles à votre quête de croissance personnelle et de vertu. En évitant les fausses connexions, un individu stoïque peut consacrer son temps et son énergie à des relations véritablement significatives, profondes et durables. Épictète s'interroge sur la dépendance à l'approbation extérieure, à l'opinion d'autrui et aux fausses relations, affirmant « l'approbation des autres est quelque chose qui échappe à notre contrôle ». Par conséquent, au lieu de chercher
À leur plaire, nous devrions trouver des moyens de nous plaire à nous-mêmes. Les stoïciens soulignent que les vraies valeurs de la vie se trouvent dans la paix intérieure, la vertu, la simplicité et les relations authentiques. Être libre de fausses connexions permet à une personne de trouver la paix intérieure et son vrai moi. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 choses que vous devriez supprimer silencieusement de votre vie selon la philosophie stoïque. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir le forfait que vous souhaitez à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.